Il s'agit de l'un des animaux les plus difficiles à observer. Pour espérer le rencontrer, il faut se rendre dans des lieux inaccessibles aux confins du toit du monde, dans des montagnes inhabitées et des ravins escarpés, couverts de roches et de glace. Son territoire s'étend de l'Himalaya aux montagnes de Sibérie et s'élève à plus de 4000 mètres d'altitude. Cet être mystérieux, qui apparaît et disparaît dans l'horizon, nourrit mythes et légendes, au point d'être surnommé le fantôme de l'Himalaya. Cela fait 2 ans que mes frères et moi voyageons de France jusqu'en Corée en voiture. Nous rêvons de voir la panthère des neiges sur notre route, symbole même de la nature insaisissable. Nous sommes en mars, au Kyrgyzstan, un pays d'Asie centrale que nous connaissons de mieux en mieux. Les monts Célestes, qui composent 80% du territoire, abritent en son sein des dizaines de panthères. S'élevant jusqu'à 7000 mètres d'altitude, c'est l'endroit parfait dans notre voyage pour observer cet animal qui nous fait tant rêver. On se greffe à l'expédition scientifique d'un groupe composé de rangers qui connaissent bien la région, ainsi que de spécialistes de la panthère des neiges qui l'observent déjà depuis près de 20 ans et qui se rendent relever des caméras trappes posées là depuis près de 6 mois. Leur mission est à la fois scientifique, puisqu'il s'agit de répertorier les individus présents dans un certain périmètre, mais également de protection, puisqu'ils collaborent avec la brigade anti-braconnage du Kyrgyzstan, la panthère faisant partie des espèces vulnérables, tout comme l'ibex de Sibérie, sa principale proie. Des centaines de kilomètres nous attendent. La moindre goutte de diesel est précieuse. Dans ces contrées isolées, mieux vaut être prévoyant. Il est 3 heures du matin. Nous partons de Bichkek, la capitale du pays, avec l'équipe scientifique. Nous roulons plus de 350 km en longeant le lac Issyk Kul
avant de s'enfoncer dans les hautes montagnes pour rejoindre le poste de contrôle aux limites de la Chine. Ce sera l'endroit le plus isolé où on n'a jamais mis les pieds. Des chevaux nous attendent à 80 km au-delà du poste frontière pour qu'on traverse 12 km de col à 3000 mètres d'altitude le soir même. Nous atteindrons ainsi la réserve pour la nuit et nous commencerons les recherches le lendemain. Une très longue journée nous attend au cœur des monts Célestes. Nous sommes prêts à tout pour voir la panthère des neiges. Barskoun. Dernière étape d'approvisionnement avant les 220 km de piste qui nous séparent de la réserve. Les 2 derniers membres de l'équipe nous y rejoignent. Aucun d'eux n'est très bavard. Nous n'aurons aucun moyen de communication. Nous serons seuls, livrés à nous-mêmes. Nous devons traverser 2 cols, à 3819 et 4028 mètres d'altitude. Une tempête de neige nous surprend. On ne voit rien. La voiture qu'on suit disparaît, pourtant à quelques mètres à peine de nous. Et là, si je laisse la caisse reculer, je peux revenir sur la route, par derrière. Non mais tu risques de t'enneiger. La route est glissante, une véritable patinoire. On tente de placer quelques graviers sous nos pneus. Bon ça, vas-y. Viens un plat, il sera bon. Ok. C'est le pass, les gars. C'est le point le plus haut de notre vie, je crois. Dans la rudesse de l'hiver, les bergers sont descendus dans les plaines. Rares sont ceux qui vivent dans ces montagnes inhospitalières. C'est abusé d'habiter là. C'est hallucinant. L'équipe s'embourbe alors qu'ils tentent un raccourci par une rivière gelée. Ils ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. C'est à ce moment que l'on comprend l'importance d'être venu à 2 voitures. « 160 km nous attendent. La route est longue et difficile. Mais le plus dur reste à venir. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Très vite, le chemin disparaît. Plus on s'enfonce dans les montagnes, plus on a de chances de la voir. Nous nous rapprochons doucement de notre but.
La panthère des neiges vit dans les lieux les plus inhospitaliers et reculés de ces montagnes. Mais notre avancée est lente et laborieuse. L'équipe scientifique était pourtant sûre que la route était déneigée et sans encombre. La surprise est totale. Dans ces hautes montagnes, la météo change d'une minute à l'autre. Rien n'est certain. On se dirige tout droit dans la gueule du loup. Wow. Ça va, il a géré là. Bah attends, c'est hallucinant cette route. Hein. C'est même pas une route en fait. Je sais pas dans quoi on s'est fourré les gars. On s'est mis dans le beudra là. Si regarde bien. C'est hallucinant, au-dessus de la neige, genre limite on voit plus la voiture. Là, ça fait plusieurs heures qu'on essaye tant bien que mal d'avancer dans la neige, mais il y a beaucoup trop de neige, on s'enneige tous les 10 mètres. Soit c'est nous qui devons tirer leur voiture, soit c'est eux qui viennent à notre secours et on avance très lentement. Il nous reste environ 80 km à rouler dans la neige, c'est totalement impossible. Et donc là, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça sert à rien, on va mettre une semaine comme ça, il vaut mieux faire demi-tour et revenir plus tard, dans 10 jours, quand la route sera meilleure, quand la météo sera meilleure. Forcément, on est un peu dégoûté, on est déçu, mais je pense que c'est plus sage de faire demi-tour et de remettre ça au lendemain. Ce dernier repas partagé ensemble a un goût d'inachevé. Ce demi-tour, c'est l'inéluctable abandon de cette expédition. Un rendez-vous manqué. Une croix tirée sur un rêve. Un rêve qui vire au cauchemar. Le chemin que nous avions emprunté est d'ores et déjà recouvert d'un épais tapis de neige. Il n'existe plus. De propres traces ont disparu. Nous sommes seuls, à plus de 3000 mètres d'altitude. Le froid nous transperce le corps et nous cisaille les mains. Et du coup, on est perdu, on n'est pas perdu. Ah, François, on est perdu. Mais c'est la même route qu'on a pris à l'aller ou c'est une autre route? Ça, j'ai pas bien compris. Ah merde, il nous conseille ou quoi? Fais chier, non, j'en sais plus. Mais là, je comprends rien à ce qui est en train de se passer. Ils nous ont demandé d'éteindre les lumières. Il y a un des gars qui m'a juste dit bah vas-y, bonne nuit, et puis demain on essaiera de trouver le léopard des neiges. Et je croyais qu'il rigolait, et je lui dis on fait quoi là? Il m'a dit non, juste on s'assoit et on dort. Je suis pas étonné. Mais franchement, je sais pas s'ils rigolent ou s'ils sont sérieux. Le coffre est complètement gelé. Impossible de l'ouvrir. La plupart de nos sacs de couchage et de nos couvertures sont inatteignables. Maintenant, eux, ils ont peut-être le chauffage, mais nous, on est dans la merde. On doit y ramener nos affaires, mais il fait tellement froid que le coffre est totalement congelé, on n'arrive pas à l'ouvrir. We want to have rest a bit, and after that maybe we'll
start slowly, but the problem is it's long way. Can you imagine to clean 18 kilometers road? It will take entire night to clean the road. It's getting colder and colder. It's minus 17. Notre chauffage marche pas du tout dès qu'on n'est pas en train de rouler en fait. Donc on n'a pas de chauffage et il commence à faire sacrément froid quoi. Bon là il est 10h15, il fait moins 17 degrés et on reprend enfin la route. Enfin quand je dis reprendre la route, c'est juste avant cette de mettre en fait. Parce que maintenant on doit mettre des coups de pelle. C'est ce qu'on redoutait. Le système de chauffage ne marche pas dans la voiture sans qu'on roule et on est forcé de dormir dans cette prison de glace. Voilà, je sais pas quelle heure il est, mais c'est toujours le même chaos. On avance, on fait 10 mètres, on s'enneige, on doit sortir les pelles, on doit sortir les caisses de la neige. Sans chauffage, la nuit s'annonce difficile. Nos chaussures et nos pantalons sont trempés. On s'endort péniblement. Moins 22 degrés. C'est l'une des nuits les plus douloureuses de notre vie. 6h39, j'en peux plus là. On va crever de froid si on reste ici. Peut-être faut prendre la couverture de survie là. Je pense. Je le prends en tête. J'espère que François il va bien. Je n'entends même pas respirer. Mince. On n'avait pas réussi à redémarrer. Pareil. Je crois que j'ai carrément une brûlure là au talon. Pareil. Je suis sorti quelques minutes pour faire des plans de la voiture et du lever de soleil. Il fait tellement froid dehors. J'ai les mains totalement cisaillées là. Il nous reste 18 km à parcourir dans cet enfer blanc. Les heures passent, nos nerfs sont mis à rude épreuve. Chaque mètre est difficile à gagner. Le bout de la route nous semble inatteignable. On passe près de 8 longues heures à déneiger les voitures, à la force d'une seule pelle que 7 hommes se partagent. Il est quelle heure? 13h24. On a enfin réussi à rejoindre un chemin en gravier. Voilà, les autres ils arrivent, là on leur a ouvert la voie là. 6 km et on est sorti de là. On arrive au poste de contrôle, mais puisqu'on ne voit plus l'autre voiture dans nos rétroviseurs, on fait demi-tour pour aller les chercher. So there was a noise. You heard of it? Yeah. Our driver is coming with another car. So he will be here in 8 hours maybe. Then we'll take this car to the checkpost, leave it there, and later transport to Bishkek. I don't know when. Okay. After 1 month maybe. So we I think now you can go. And if you have space, you can take one of these guys or two guys maybe. Finalement, on part de notre côté vers Barskoun, en emmenant avec nous l'un des Kirghizes, en espérant pouvoir passer l'école. Mais au bout de 5 km à peine, on s'enneige dans une route si accidentée que l'un de nos pneus ne touche même plus le sol. Voilà, c'est la défaite. On a commencé à y aller, on était tout contents. On s'est dit, on avait passé toutes les galères. À peine on a commencé à rouler, on a fait 5 km. Et là, dans une pente, on voit pas bien en fait, mais la voiture est totalement enfoncée et les roues touchent pas vraiment le sol. Du coup, on a galéré avec nos mains, avec nos pieds. On est trempés. Là, du coup, ce qu'on fait, c'est que on est en train de retourner jusqu'au checkpoint
pour essayer d'emprunter une pelle. Donc voilà, là on doit marcher 5 km et il va bientôt faire nuit. Après 2 heures à creuser à la force de nos gants, on se résigne à marcher les 5 km jusqu'au poste de contrôle avec un maigre espoir d'y emprunter une pelle. On a réussi finalement à trouver une pelle, tant bien que mal. Donc là on va essayer de sortir la voiture de là. Le soleil est en train de se coucher. L'ambiance était très bizarre au checkpoint. Les gars qui nous proposaient de boire, un gars qui se faisait tabasser en fait dans leur bureau. Ok, il est 20 h, on vient d'arriver à la voiture. Franchement c'était dur. On a dû marcher 5 km aller, 5 km retour. Mais avec le froid, la boue, la neige et tout, c'est un peu compliqué. Regarde ça, j'ai l'écharpe totalement congelée. Après plusieurs tentatives et alors qu'on est en train de désespérer, le 4x4 de secours qu'ils ont appelé arrive et nous sort de là en nous tractant. Voilà, il est 9h17, il fait moins 11 degrés. Il y a une voiture qui vient d'arriver. Depuis avant, on est en train de galérer à mettre des coups de pelle dans tous les sens. J'espère qu'ils vont pouvoir nous sortir de là. Là, on arrête de filmer parce qu'on est totalement épuisé, psychologiquement et physiquement. On retourne au poste de contrôle, à 5 km de là, avec l'autre voiture qui est venue justement pour chercher l'équipe scientifique. Et ils nous disent que la route est totalement impraticable, il y a beaucoup trop de neige. Pour ce soir, c'est mort et on va devoir de nouveau passer nuit ici. Alors là, on les attend au poste de contrôle. On essaie de s'endormir, mais toutes les 5 minutes, il y a des militaires qui viennent, qui nous cassent la tête, qui viennent toquer aux vitres. Et là, tout d'un coup, il y a l'autre voiture qui arrive, qui passe juste devant notre nez, mais sans s'arrêter, et qui arrive jusqu'à la barrière. François se précipite et va leur demander ce qui se passe. Il nous dit juste, est-ce que vous venez avec nous ou est-ce que vous restez ici? Donc là, on est vraiment dans l'incompréhension, tu vois, et on commence à partir, à rouler derrière eux. Ils vont super vite, et en fait, on a roulé même pas 1,5 km, 2 km peut-être, tu vois, que d'un coup je sens une sensation bizarre sous mon pied. La voiture perd de la puissance, d'un coup on cale et on est bloqué au milieu de la route. On va réussir à redémarrer la voiture, mais même pas 2 minutes après, le problème va réapparaître. On redémarre la voiture, on repart, le problème revient. Et là je pense qu'on a passé environ 1 heure ou 2 à tout essayer, vraiment tout ce qui est possible et imaginable. Il faisait super froid, franchement on n'en pouvait plus. Et on a vraiment cette pression parce que depuis le début, ils nous ont laissé entendre que si ça marchait pas, ils allaient nous laisser ici et continuer leur chemin de leur côté. Et c'était vraiment difficile parce qu'on pensait qu'on allait enfin sortir de tout ce cauchemar, qu'on allait enfin pouvoir quitter ces montagnes tous ensemble. Tout le monde est fatigué, au bout d'un moment ils en ont marre, donc ils décident qu'ils vont nous laisser ici et qu'ils vont continuer leur chemin tout seuls. Là c'est vraiment un moment qui est difficile, on est bouleversé, on sait vraiment pas comment on va faire en fait pour sortir de là. Là on fait demi-tour, ils nous traquent jusqu'au poste de contrôle, ils vont juste nous laisser quelques pains, quelques œufs. Et en fait ils sont tellement pressés de rentrer à Bichkek qu'ils vont pas essayer de nous aider à trouver un endroit où dormir. Là on sait pas quoi faire, il est 2 h du matin, on est tout seul, il fait noir, la voiture démarre pas, on est totalement congelé, on parle pas la langue. Dans ce village, il y a juste des pochetrons et des militaires qui n'ont pas du tout envie de nous aider. Au fond du village, il y a une sorte de petite centrale électrique et on va aller là-bas pour demander l'hospitalité. Là, on arrive avec nos sacs de couchage à la main. Le propriétaire nous répond très agressif, il nous crie dessus, il nous fait des gestes. Et en fait, il nous prend pour des alcooliques qui viennent du village. On a un peu du mal à se faire comprendre, mais finalement, il accepte d'ouvrir la porte d'une sorte de petit hangar, tu vois, un peu plus loin. Et en fait, il va nous laisser passer la nuit là-bas. Là, il est 3 h du matin, je suis totalement explosé. Mais c'est galère sur galère, c'est une sacrée histoire. On s'est retrouvé dans une sorte de hangar électrique, ou je sais pas comment appeler ça. C'est ici qu'on va dormir ce soir. C'est méga crade, il fait super froid. Bonne nuit. C'est le 3e jour qu'on vient de passer ici. On a dormi là-bas, tu vois, il y a une centrale électrique. Et là, on vient à la voiture, totalement congelée. En fait, on a un problème avec le diesel. On a aussi un problème avec la batterie. Il n'y a plus de batterie à force d'essayer de la démarrer. Là, dans cette maison, hier, t'avais 4 bourrés qui étaient en train de se mettre une torgnole. Donc on n'était pas trop serein de laisser la voiture en plus ici. Il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, il fait hyper froid, on n'a quasiment rien à manger. Sachant que pour traverser ce pass, on avait vraiment besoin d'être avec l'autre voiture. Parce que c'est des professionnels, c'est des gars expérimentés. On est venu là avec eux, c'est des spécialistes, des rangers et tout. Ils ont tous les outils qu'il faut. Donc on aurait pu se tracter mutuellement, utiliser la pelle, tout ce que tu veux. Et là en fait on se retrouve ici en galère, on n'a pas d'outils, on n'a rien. Et hier, dès qu'on a tenté au bout de 5 km, on était totalement coincé pendant des heures et des heures. Concrètement, tout seul, je sais pas comment on va faire quoi.
Là, on va tenter pour voir si la voiture peut marcher aujourd'hui. Hier, c'était sûrement le diesel qui était totalement gelé pendant la nuit. Et là, avec le soleil, il y a des chances que ça marche. Là, on vient d'apprendre qu'hier, le tracteur qui déblayait la route est venu. Et donc là, il est en train de déblayer cette route qui mène à la réserve. Si on avait attendu juste 2 jours, on n'aurait pas eu toutes les conséquences de cette tempête de neige. Et on aurait pu aller tranquillement à l'endroit où on devait aller à la base. Là, ça fait 2 jours qu'on galère pour rien. On souffre, mais sans résultat. C'est une expédition qui sert à rien, quoi. On s'abîme la santé, on perd de la thune, on abîme notre caisse, ça sert à rien, quoi. Notre batterie est vide. On souhaite la faire charger à la centrale, mais ils nous demandent de l'argent. Ici, rien n'est gratuit. Et rien que pour brancher du coup notre batterie ici sur secteur, ils nous demandent en fait de l'argent. Ils essaient un peu, voilà, tu vois, c'est pas très beau, mais ils essaient un peu de tirer avantage de la situation et de se faire un petit billet. C'est bizarre. On a voyagé pendant 4 mois au Kirghizistan et on n'a jamais vu, tu vois, quelque chose de comme ça. Malgré de nombreuses tentatives, la voiture ne démarre pas. Le diesel ne monte pas jusqu'au filtre. Il doit être gelé. On décide de faire un feu pour le dégeler. Nous l'avions déjà fait au Kirghizistan il y a quelques mois par moins 35 degrés. Rien ne pousse à cette altitude. On glane les quelques brindilles qui jonchent le sol. En plus, c'est le genre de sort où il n'y a pas du tout de forêt, quoi. Franchement, c'est pas sec du tout à Mais l'intérieur. juste c'est bout sec, mec. Ici, ce sont les bousses de vaches qui servent de combustible. Sinon, il y a mon sarouel qu'on peut brûler, peut-être. Les militaires et les villageois nous regardent au loin. Certains même rigolent de notre situation. Mec, c'est de la merde ce feu. Il n'y a pas du vent qui vient de là-bas? À l'aide d'un bout de sarouel, on récupère les dernières gouttes de diesel pour s'en servir comme allume-feu. Vas-y, balance le bois dessus. C'est pas du tout un bon endroit, là. Enlève ta tête, enlève ta tête. Vas-y. Pour que la chaleur, elle aille vers là, sans que ça soit les flammes qui aillent vers là. Un des villageois décide de nous venir en aide. C'est le seul ici qui ne nous demande rien en retour. On va trouver du gros bois là, tant qu'il y a des grosses flammes. Ce village glacial, perché à 3343 mètres d'altitude, est devenu notre prison à ciel ouvert. Quand le quittera-t-on ? Le moteur vibre, mais ne démarre pas. Apparemment, c'est encore un autre problème qui nous paralyse. Des militaires décident enfin de nous aider. Ils nous demandent 50 € si la voiture démarre. Leur aide nous est précieuse, mais l'un d'entre eux tente de nous voler des affaires. Nous restons vigilants.
Coincés ici, loin de tout, nos seuls espoirs reposent malheureusement sur eux. C'est un échec. La nuit tombe et nous dormirons ici. Alors là, bonne nouvelle, on a appris que la dépanneuse viendrait demain entre 2 et 3 heures de l'après-midi. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, mais je me réjouis pas trop vite parce que là, depuis le début, dans cette histoire, rien ne se passe comme prévu. Même si on arrive à passer toutes les étapes, le col, etc., ben, on a encore toute la voiture à réparer. Donc c'est vraiment chaud, je suis au bout de ma vie. Mais ça va, on tient le coup et on balise pas, on essaye de garder le calme. Voilà, là c'est notre chambre pour ce soir, c'est la même qu'hier soir, donc ça pue la mort, c'est assez toxique, on est obligé d'avoir la porte ouverte. C'est très sale, mais voilà, au moins c'est chauffé, il y a un radiateur, et dans ces conditions, ben, c'est la vie quoi, un radiateur. Bon, par contre, ils nous ont dit que c'est du travail pour eux de nous accueillir, et en gros, ils nous ont laissé comprendre que c'est la dernière fois, ce soir. Donc on espère vraiment que demain la dépanneuse va vraiment venir. Ouais, il fait tellement froid que les œufs sont totalement congelés. Là, ça, je sais pas si tu vois, mais il y a une couche de verglas, tu vois. Là, tu vois. J'ai jamais vu des œufs dans cet état. T'as carrément du verglas dessus. Et entre le blanc d'œuf et le jaune d'œuf, t'as aussi t'as une autre couche comme ça de glace. Donc ça fait vraiment pas du bien. Mais bon, on a que ça à manger, donc voilà. Ouais, c'est un délire. T'as vu ça? Je vais exploser. « 6 heures du matin. Réveil brutal. Oh merde, ça commence bien, la porte est coincée. Là, il y a notre voiture. Mais là, il neige. J'espère que ça va le faire et qu'on va pouvoir passer. Cette dépanneuse, dernière lueur d'espoir dans ce cauchemar, nous a été envoyée par le groupe qu'on suivait, déjà rentré à Bichkek. Il ne s'agit que d'un camion de fermier, mais ce sont les seuls qui ont accepté de braver les montagnes pour nous porter secours. Sans outils pour tracter et sans pouvoir démarrer le moteur, charger notre véhicule dans le camion est une véritable mission. Bon là ça passe pas, de toute façon il n'y a pas assez d'hommes pour pousser la caisse. Voilà ce qu'on va faire, on va essayer de faire tout le tour pour justement être un peu en pente. Et comme ça on pourra la mettre dans la camionnette en plus. Plus on est en galère dans ce village, plus il y a des gens, c'est quand même bien à voir. Lui en rouge, c'est le gars qui nous a aidés hier là. Il a l'air tranquille. J'espère qu'elle peut être bien sanglée parce que ça fait vraiment flipper d'abîmer notre caisse comme ça bêtement. J'aurais préféré que ce soit une vraie dépanneuse. Voilà, là c'est l'ambiance dans laquelle on est depuis 4 jours. Putain, je sais pas si ça va tenir là. Je sais pas. Remets ton pied quoi. Bon là ça va avec ça, c'est mieux avec ça, mais ça pue quand même. Voilà, on ramène d'autres planches encore. C'est pas gagné parce qu'il y a des clous. Ah, faut mettre un tissu par-dessus, François. Putain, là c'est chaud là, je sais pas si ça va passer là. C'est vraiment chaud là. Leur planche elle casse là. Mais c'était sûr là. J'ai bras en feu. J'ai cru qu'on n'allait pas réussir à la monter franchement.
On poussait toute notre force, on criait toute notre force. On était tous dessus, c'était vraiment dur. C'est une petite victoire, mais tout n'est pas gagné encore là. Non, non. Faut qu'on arrive à bien accrocher la voiture. Il faut qu'on arrive à passer le col, à passer toute la neige. En plus, il commence un peu à neiger. En plus, la voiture, elle rentre même pas en entier là. Il n'y a plus de batterie, on peut pas fermer les fenêtres. Il nous faut encore attacher la voiture comme on peut, pour éviter qu'elle ne tombe ou qu'elle ne s'abîme contre les parois du camion. Les gars, si ça se trouve, c'est les seuls gars qui sont assez fous pour venir faire ça. Et je pense. 9h15. Après plusieurs heures d'efforts, on est prêt à prendre la route. Allez, barrons-nous de ce merdier. Hein. J'en avais vraiment marre. Je suis content qu'on puisse enfin partir. J'espère qu'il n'y aura pas de problème sur la route et qu'on va réussir à passer le pass, qu'il n'y aura pas de problème avec la voiture non plus. C'est vers là qu'on était resté coincé la première fois là. Quand on avait commencé à partir tout seul, il y avait une sacrée dose de neige. Mais effectivement, ça a bien été dégagé depuis, tu vois, sur les côtés. On aperçoit au loin des renards et même un loup. Perché dans le brouillard, peut-être que la panthère des neiges nous regarde nous en aller. Depuis cette ferme, il nous reste 65 km à parcourir à travers l'école. Là on arrive au pass, 4060 mètres d'altitude. Là c'est vraiment les moments un peu difficiles parce que la route est totalement recouverte de neige. On a carrément du mal à la distinguer. Ça y est, on a rejoint la route principale. L'oncle et le neveu qui nous dépannent ont ramené de quoi manger. Un repas précieux après 4 jours de galère dans les montagnes. « 180 €. Ça nous coûte cher, mais ça reste honnête. Ce n'était pas que l'appât du gain qui les a fait venir. Ça nécessite un certain courage et une certaine empathie pour se risquer dans ces montagnes. Sans eux, on serait encore coincés. Cette voiture, c'est tout ce qu'on a. C'est notre maison. On voyage avec depuis 2 ans. Si une planche craque, c'est la catastrophe. La tension est à son comble.
doit encore attendre toute la journée. Visiblement, les garagistes ont d'autres priorités. Ils enlèvent le réservoir à diesel. Le diesel n'est pas gelé. C'est quoi? C'est de la poussière. Toutes ces galères pour quelques amas de poussière. La poussière provient des stations essence. Le diesel, en Asie centrale, est de mauvaise qualité. Il passe quelques coups de chiffon dans le réservoir. On espère que ça suffira. C'est juste un tissu, non? Ils utilisent un vieux chiffon en guise de filtre pour récupérer le diesel. On en a pour 40 € de main-d'œuvre. Cette expédition avortée nous laisse un goût amer. On a vécu l'opposé total de ce que nous étions allés chercher là-bas. L'expédition nous a coûté cher. On y a abîmé notre santé, on y a perdu notre temps et notre argent. Ce fut l'expédition la plus inutile que nous ayons vécue. Nous qui rêvions du prince des hautes montagnes, nous n'avons goûté qu'à l'hostilité de son royaume. Mais ce n'est que partie remise. L'échec de cette expédition n'est pas la fin de notre rêve. Nos regards se portent songeurs vers les monts célestes, où on garde l'espoir de voir un jour la panthère des neiges.